Noël dernier, tout le monde dormait encore à la maison. J'ai entendu ma femme dire qu'elle descendait juste acheter des cadeaux, qu'elle revenait vite. Mais ce matin-là, j'ai eu un doute. Une intuition froide. Je l'ai suivie. Ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Si tu te demandes si on peut vraiment tout perdre à cause d'un simple reçu, abonne-toi, like la vidéo. 100 premiers likes en 24 heures, et peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre. Il y a une semaine avant Noël, tout semblait rouler en apparence. On avait cette routine de fin d'année, un peu mécanique, où chacun tient son rôle. Moi, j'essayais de suivre le mouvement, de ne pas faire de vagues. On parlait menu de réveillon, qui amène quoi, qui reçoit qui. Ma femme, elle, voulait que tout soit parfait comme d'habitude. Mais il y avait quelque chose dans l'air, un truc que je n'arrivais pas à nommer. Elle était souvent sur son téléphone, tête baissée, les doigts qui tapotaient vite, puis elle relevait la tête comme si de rien n'était. J'ai bien vu que ce n'était pas que des échanges de recettes ou des blagues de groupe WhatsApp. Mais je n'ai rien dit. Pas tout de suite. La discussion sur les cadeaux est revenue plusieurs fois. Moi, j'avais proposé de m'occuper de ce pour les gosses de la famille, pour alléger un peu. Elle a refusé poliment mais fermement. Elle voulait gérer les listes, les achats, l'emballage, tout. C'est plus simple, tu verras comme ça tout le monde aura la surprise, elle m'a dit. J'ai souri, j'ai haussé les épaules. J'avoue sur le moment, ça m'arrangeait presque. Un soir, la sœur de ma femme est passée à la maison vite fait. Elle avait l'air un peu pressée, elle a demandé si tout était prêt pour le cadeau commun à leur mère. Ma femme a répondu que oui, que c'était en cours, qu'elle s'en occupait. Mais il y a eu un flottement, un silence bizarre, comme si la sœur voulait dire autre chose, ou qu'elle savait que quelque chose clochait. Ça a duré 2 secondes, puis c'est passé. J'y ai repensé plus tard. Ce soir-là, en rentrant, j'ai vu un reçu traîner sur la table du salon. Juste un ticket de caisse, rien de spécial, quelques jouets achetés à la grande surface du coin. Je les gardais sans réfléchir pour vérifier le budget, comme je fais toujours. C'est presque devenu un réflexe avec les années, ces petits papiers qui s'accumulent, qu'on jette sans regarder. Sauf que ce reçu-là, je n'allais pas l'oublier. Je me souviens précisément de cette soirée, parce qu'il n'y avait, en apparence, rien d'exceptionnel à signaler. On était tous les trois dans le salon, assis chacun à sa place habituelle, la télé allumée sur un film de Noël que personne ne regardait vraiment. Les guirlandes clignotaient paresseusement sur le buffet, et l'odeur de la tarte aux pommes que ma femme avait préparée flottait encore dans l'air. Sa sœur était venue passer la soirée, comme souvent pendant les fêtes, un peu trop présente parfois, mais ce soir-là je n'y ai pas prêté attention tout de suite. C'est en rangeant les tasses de thé, entre deux rires forcés, que ma femme a glissé d'un ton léger. « Demain, il faut absolument que j'aille acheter les derniers cadeaux, sinon on va se retrouver à court. » Elle disait ça d'une voix enjouée, mais je l'ai entendue hésiter sur le dernier mot, comme si elle cherchait à rendre la chose banale. Je l'ai regardée, elle évitait mon regard, occupée à replier la serviette sur ses genoux. La sœur de ma femme a aussitôt sauté sur l'occasion, trop enthousiaste pour que ce soit naturel. Si tu veux, je t'accompagne, ça ira plus vite à deux. Et puis comme ça, on pourra papoter. Je me souviens du sourire crispé de ma femme, un truc qui ressemblait à de la gratitude, mais qui sonnait faux. C'est gentil, mais non, t'inquiète, j'ai déjà préparé ma liste, ce sera rapide. Profite donc de la maison, tu bosses demain. Non, sa sœur a haussé les épaules, faussement détachée, mais j'ai vu son regard glisser vers moi, comme si elle cherchait une explication, ou alors c'était moi qui devenais parano. Je me suis redressée sur le canapé, j'ai pris un air détaché, mais déjà je sentais quelque chose de bizarre. J'aurais pu laisser couler, me dire que j'étais fatiguée, que la période des fêtes rend tout le monde un peu nerveux. Mais non, il y avait cette façon de parler, ce petit flottement dans la voix, comme si elle récitait une phrase apprise. J'ai décidé de jouer mon rôle, celui du mari attentionné. Si tu veux, je peux t'accompagner aussi. On n'a pas fait les magasins ensemble depuis longtemps, ça nous changera. J'ai essayé de sourire, sans insister, juste proposer. Elle m'a regardé droit dans les yeux, un sourire trop grand, presque mécanique, qui a duré une seconde de trop. Oh non, vraiment, t'en fais pas, ça va aller. Et puis tu détestes ça, les magasins avant Noël c'est l'enfer. Je préfère y aller seule, je serai plus efficace. Elle a ponctué sa phrase d'un petit rire, comme si tout était évident, comme si c'était une blague qu'on partageait à deux. Mais je ne riais pas. Le silence s'est installé quelques secondes, à peine perceptible, mais assez long pour que je sente le froid monter.
Je me suis efforcée de ne rien montrer, j'ai attrapé mon mug, j'ai bu une gorgée pour occuper mes mains. Mais déjà une fissure s'était ouverte. J'ai vu la sœur de ma femme se replier dans le canapé, elle fixait l'écran, les bras croisés, comme si la scène ne la concernait plus. J'ai noté ce détail, ce mini-retrait, sans comprendre encore ce que ça voulait dire. Pendant qu'elle rangeait la vaisselle dans la cuisine, j'ai observé ses gestes, plus nerveux que d'habitude. Elle a laissé tomber une cuillère, juré tout bas, puis s'est accoudée à la fenêtre, le regard perdu dehors. J'ai senti le besoin de la rejoindre, de poser une question simple, mais je me suis retenue. J'ai noté dans ma tête que quelque chose clochait. Ce n'était pas juste une histoire de cadeau. Plus tard, dans la salle de bain, en me brossant les dents, j'ai repensé à sa manière de me repousser gentiment. Ce n'était pas la première fois, mais là, il y avait autre chose. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais, que c'était la fatigue. Mais l'image de son sourire trop appuyé, le ton de sa voix, la gêne dans le salon, tout ça revenait en boucle. Ce soir-là, j'ai compris que la confiance, ce n'était pas un truc solide et permanent. Ça pouvait s'effriter d'un coup, sans prévenir, juste à cause d'un détail. Je me suis couchée sans rien dire, mais dans ma tête, le doute avait déjà fait son nid. La chambre était plongée dans une de ces fausses pénombres, où la lumière du couloir filtre sous la porte, assez pour voir les contours, pas assez pour vraiment y voir clair. J'étais déjà couchée, le portable posé sur la table de nuit, mais je ne dormais pas. J'écoutais les petits sons, les pas de ma femme dans la salle de bain, l'eau qui coulait, ses gestes presque silencieux. Elle est revenue à entrouvert le rideau, juste pour regarder dehors. Un réflexe qu'elle a toujours eu, comme si elle vérifiait que le monde était encore là. Ça, je l'ai toujours trouvé attendrissant. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose. Une tension dans la façon dont elle s'est glissée sous la couette, sans un mot, portable en main. Ses doigts glissaient vite sur l'écran, elle tapait, effaçait, recommençait. Je l'ai regardée de côté, en essayant de deviner ce qu'elle faisait. Elle ne l'a pas remarqué tout de suite. Puis d'un coup, elle a tourné l'écran vers elle, l'a un peu caché. Un geste minuscule, mais très net. Je l'ai déjà vue écrire des mails du boulot le soir, mais elle ne cache jamais. Là, c'était différent. J'ai tenté un sourire. Tu bosses encore à cette heure-là? Elle n'a pas répondu tout de suite, les yeux toujours rivés à l'écran. J'ai vu défiler des noms, des mots en couleur, mais trop vite pour lire. Je me suis redressée un peu. Tu fais quoi cette fois? Elle a soupiré sans lever la tête. Une liste de cadeaux pour le boulot. On doit faire un tirage au sort, c'est chiant. Elle a verrouillé l'écran comme on ferme à clé une porte. Je n'ai rien dit, mais j'ai tendu la main, juste pour voir. Montre-moi, ça m'intéresse. C'est quoi les idées? Elle a eu ce petit rire sec, celui qu'elle sort quand elle sent qu'on la pousse dans ses retranchements. Non mais franchement, tu t'en fous. Sa voix était un peu plus haute, pas agressive mais pas douce non plus. Je me suis adossée à l'oreiller. Tu fais beaucoup de secrets pour des cadeaux. C'est pour qui, au juste? Elle a roulé des yeux, puis elle a lâché la phrase nette. Ne te fais pas de film, c'est pour le travail. Elle a insisté sur chaque mot, sans hausser la voix, mais en plantant son regard dans le mien, genre je ne veux pas en reparler. Cette phrase, je l'avais déjà entendue, mais jamais avec cette force-là. D'habitude, c'est presque un jeu entre nous. Là, non. J'ai senti un mur, et derrière, quelque chose de fermé à double tour. J'ai voulu insister, mais j'ai vu dans ses yeux que si je continuais, ça allait partir en dispute. Et je n'avais pas envie de sa minuit passée, pas ce soir-là. J'ai respiré un grand coup. J'ai noté la phrase dans ma tête, mot pour mot. Je me suis dit que c'était peut-être rien, que j'étais fatiguée, que je me faisais des idées. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser au geste, celui de cacher l'écran, comme si j'étais devenue un intrus dans ma propre chambre. Je me suis tournée sur le côté, dos à elle, mais sans vraiment dormir. Dans le noir, j'ai repassé la scène, la liste, son agacement, la phrase. Je me suis rappelé un autre soir, il y a quelques semaines, où elle avait reçu un message tard, avait souri, puis s'était levée pour répondre dans la salle de bain. J'avais trouvé ça bizarre, mais j'avais laissé couler. Ce soir-là, c'était différent. Je n'ai pas dormi tout de suite. J'ai réécouté la phrase dans ma tête, « Ne te fais pas de film », et je me suis juré de m'en souvenir, de voir si elle revenait. Dans le noir, j'ai tendu la main vers mon portable, hésité à écrire la phrase dans mes notes, puis je me suis ravisée. Je voulais garder ça en mémoire, pas d'écrit, juste un rappel, comme un caillou sur le chemin. Un détail, mais qui ce soir-là, m'a paru plus lourd qu'il n'aurait dû. Au bout d'un moment,
je l'ai entendue reposer son téléphone, souffler un peu, puis se tourner elle aussi de l'autre côté. Deux corps chacun sur son île, séparés par une phrase qui ne voulait plus me lâcher. Le samedi matin, j'étais au parking du centre commercial, théoriquement pour acheter 2-3 bricoles pour la maison, mais en vrai j'avais eu besoin de m'isoler. Je me souviens du froid, du souffle blanc quand je sortais de la voiture. J'avais la tête ailleurs, à ressasser la dispute de la veille avec ma femme, et surtout le silence étrange du matin. Rien de nouveau, me direz-vous, sauf que ce samedi-là, il y avait un truc dans l'air. Je le sentais sans savoir quoi. Je sors de la voiture, je remonte mon col, et là, je tombe sur un voisin. Pas un proche, mais le genre qu'on croise assez souvent pour échanger 2 mots. Il s'approche, sourire poli, me demande si je suis en train de rejoindre ma femme pour les courses de Noël. Je bug. Je savais qu'elle était censée être ici, elle m'avait dit la veille qu'elle ferait les magasins ce matin-là, mais pas que c'était prévu ensemble. Je bredouille, je sors la première excuse qui me vient, non j'ai été rappelé par le boulot, je dois gérer un truc urgent. Il hoche la tête, l'air de compatir, puis il me lance, je viens de croiser ta femme tout à l'heure, elle avait l'air pressée. Je souris un peu crispé, et on se quitte là-dessus. Je traverse le parking, et au bout de ma marche, je tombe sur la voiture familiale. Garée à l'écart, là où on ne va jamais trop loin de l'entrée. Elle est vide. Pas de sac, pas de manteau, rien sur les sièges. Mon premier réflexe, c'est de sortir mon téléphone, par automatisme. Et là, je reçois un SMS d'elle. Je suis encore dans les magasins, ça risque de prendre un moment. Je regarde la voiture, je regarde le message. Un détail ne colle pas. Si elle est dans les magasins, pourquoi la voiture est-elle là, immobile, moteur froid, c'est rien, mais ça commence à s'accumuler. Petit flashback, il y a 2 semaines, elle m'avait demandé si je pouvais lui prêter la voiture pour aller faire les boutiques avec une collègue. À l'époque, j'avais rien relevé, j'avais même eu un sourire en coin, content qu'elle prenne du temps pour elle. Mais là, en voyant la voiture, le souvenir me revient brutalement. Je me demande si c'est vraiment une habitude, ou si c'est devenu un alibi. Je tourne autour de la voiture, comme si j'allais y trouver un indice. Je vérifie la portière, elle est fermée. Je regarde à l'intérieur, rien de particulier, mais la sensation de vide me serre la gorge. Je prends une photo de la voiture, garée à cette place, comme une preuve que je ne sais même pas encore utiliser. Je fais aussi une capture d'écran du SMS, histoire de figer ce petit décalage qui, pour l'instant, n'existe que dans ma tête. Je me mets à observer les gens autour, à chercher sa silhouette dans la foule qui entre et sort du centre commercial. Elle n'est pas là. Ou alors elle m'évite. Je commence à me dire que si elle ment pour des trucs aussi simples, c'est qu'il y a autre chose. Je repense à la façon dont elle me répond, toujours sur la défensive, comme si mes questions étaient une attaque. L'impression que tout dialogue devient une négociation. Je décide de ne pas l'appeler tout de suite. J'attends, je laisse passer 10 minutes, puis 20. Toujours rien. Pas de nouveaux messages, pas d'appel. Je fais un tour dans la galerie, je reviens régulièrement vers la voiture. Rien n'a bougé. À un moment, je crois à nouveau le voisin, qui me regarde avec un air de « Alors, tu l'as trouvé ?» Je me contente de hausser les épaules, sourire forcé. Je me sens ridicule, à tourner en rond comme un détective amateur. Mais je note tout. L'heure, la place de parking et le message, la météo, même le son dans le parking. Je garde tout, comme si ça allait un jour servir. En rentrant chez moi, je me dis que ça y est, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Je ne peux plus faire semblant de rien. C'est là que je décide, sans vraiment le formuler, que je vais commencer à surveiller ses déplacements. Pas par jalousie maladive, mais parce qu'un détail ce matin a grincé. Et une fois que tu as entendu ce bruit-là, tu ne peux plus l'ignorer. J'étais dans la cuisine, un torchon à la main. Je tournais en rond, sans but précis, mais c'était devenu une habitude, surtout depuis quelques jours. Le bruit du lave-vaisselle rythmait l'arrière-plan, et je me forçais à ne pas fixer mon téléphone posé sur le plan de travail. Ma femme préparait un thé, dos tourné, geste trop précis pour être naturel. On aurait dit un scénario répété, et c'est moi qui assistais à la scène. Son téléphone a sonné. Un appel visio, le nom de la collègue de ma femme s'est affiché. Celle qui, d'habitude, ne l'appelait jamais à la maison, en tout cas pas comme ça, pas sur cette appli. Ma femme a hésité une seconde, a jeté un œil vers moi, puis a décroché, haut-parleur enclenché. J'ai reconnu la voix tout de suite, trop enjouée, presque surjouée. « Salut, tu es chez toi ?»
je t'appelle pour le pot de vendredi, tu sais, l'organisation, les parts, qui ramènent quoi? La collègue enchaînait à toute vitesse, comme si elle récitait une liste préparée, ou comme si quelqu'un devait entendre autre chose que la vraie raison de son appel. Ma femme a répondu sur le même ton, très léger, presque complice. Oui, oui, on est tranquille, dis-moi. Elle me lançait un sourire plat, mais ses mains tremblaient légèrement sur la tasse. J'ai fait semblant de ne pas écouter, mais j'ai calé mon dos contre le plan de travail, à portée de voix, l'air occupé avec mon torchon. La collègue a fait mine de demander des détails sur les boissons, les quantités, puis soudain a changé de sujet du genre « Ah, au fait, tu as eu le mail du chef », ma femme a sursauté. Elle a regardé l'écran, puis moi, puis l'écran encore. J'ai vu très clairement un échange de regards. Pas un de ces regards innocents, mais un court-circuit silencieux du style on se comprend, tu vois ce que je veux dire. À ce moment précis, j'ai compris que la collègue savait. Pas sur le pot, pas sur le travail. Sur autre chose. Elle couvrait un secret, et ça n'avait rien à voir avec la soirée de vendredi. J'ai noté ce détail, la collègue savait exactement quand parler, quand se taire. C'était flagrant. Un silence s'est installé. Ma femme a raclé sa gorge, puis a dit, toujours à voix haute, « Bon, je te laisse, je dois finir ici, on se rappelle demain ?» Elle n'a même pas attendu la réponse. Elle a raccroché en vitesse, presque nerveusement, et a posé le téléphone sur la table. Je l'ai vue respirer plus fort, comme si elle venait de courir. Je n'ai rien dit. J'ai juste rangé le torchon, lentement. À l'intérieur, je sentais la colère monter, mais surtout une sensation d'isolement. Je n'étais plus seulement face à ma femme. Il y avait maintenant une alliance, un cercle autour d'elle, et j'étais clairement dehors. Flashback. Je repense à cette collègue, la première fois que je l'ai croisée lors d'un pot à la maison. Elle était déjà très protectrice, lançait des regards à ma femme dès que je posais une question sur le boulot. À l'époque, j'avais trouvé ça normal, une solidarité féminine. Maintenant, avec le recul, je vois surtout une complicité organisée, des codes de communication bien rodés. Retour au présent. Je me suis servi un verre d'eau sans rien dire. Ma femme rangeait la cuisine, évitait mon regard. Je me suis approchée, j'ai récupéré son téléphone sur la table, ostensiblement. Elle n'a pas protesté, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Je ne l'ai pas ouvert, pas sur le moment. J'ai juste posé ma main dessus, marquant le territoire. J'étais seule dans ma propre cuisine, entourée d'ennemis invisibles. Et c'est là que j'ai compris, la vérité n'était pas seulement une question de couple. C'était devenu une question de clan. Le sien contre le mien. Et moi pour l'instant, je n'avais personne. Le bureau en fin de matinée a toujours ce silence particulier. C'est le moment où la plupart des collègues sont encore en réunion ou dehors à fumer. Moi, je fais semblant de traiter mes mails, la tête ailleurs. Mon écran affiche une présentation PowerPoint, mais mes yeux fixent le reflet de la fenêtre, pas les slides. J'attends. Je sais qu'il va passer. Mon meilleur ami débarque, comme toujours sans prévenir, les bras chargés de 2 cafés brûlants. Il pose le sien sur mon bureau, s'assoit en face, tire sur sa cravate déjà de travers. Il me regarde sans rien dire. Il a cette manière de sentir quand je ne vais pas bien, même si je ne lâche rien. Il attend que je parle. Je commence par des banalités, la fatigue, le boulot, les déplacements qui s'enchaînent. Il hoche la tête, il sait que ce n'est pas ça. Je finis par lâcher, sans vraiment regarder dans ses yeux. Tu crois que je deviens parano si je me pose des questions sur ma femme? Il me coupe direct. Parano de quoi? Tu veux dire à un autre gars? Je hausse les épaules, je souris gênée, comme si c'était ridicule rien que de le formuler. Mais c'est sorti. Les mots sont là entre nous. Il me demande ce qui me fait dire ça. Je lui parle des horaires qui ne collent pas, du téléphone qu'elle garde tout le temps sur elle, des messages qu'elle efface. Il ricane doucement, on a tous des trucs à cacher. T'es sûr que tu veux vraiment savoir? Là, je sens son ton changer. Il pose sa tasse, croise les bras, son regard devient sérieux. C'est là qu'il me raconte un morceau de sa propre histoire. Flashback. Je me revois, quelques mois plus tôt, dans ce même bureau, lui qui s'effondre, persuadé que sa copine le trompait avec un collègue. Il avait fouillé un peu partout, récupéré des captures d'écran de conversations Instagram, rien de vraiment compromettant mais assez pour le rendre fou. Au final, c'était juste des messages ambigus, rien de concret, et il avait eu l'air d'un idiot devant tout le monde. Je me souviens lui avoir dit, à l'époque, de lâcher prise.
Ironique de me retrouver à sa place aujourd'hui. Il reprend, tu sais, moi aussi je me suis fait des films. J'ai surveillé, j'ai fouillé, et au final, c'est moi qui ai eu l'air d'un con. Mais si vraiment tu sens que ça cloche, faut que tu sois sûr. Pas juste des doutes. Des preuves. Il sort son portable, me montre une appli de géolocalisation qu'il avait installée à l'époque, un truc discret, juste au cas où. Il me propose de m'aider, de jeter un œil, d'être mes yeux ailleurs si j'ai besoin. Sur le coup, je me sens ridicule. Demander à mon meilleur pote d'espionner ma femme, ça me donne l'impression d'être tombé bien bas. Mais il insiste, il a ce côté pratique froid, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour que tu saches. Si tu te plantes, au moins tu seras rassuré et tu passeras à autre chose. Mais si t'as raison, il ne finit pas sa phrase. Je suis partagée entre la honte et le soulagement. Au fond, je sais qu'il dit vrai. Je ne peux plus vivre dans le flou. Je prends une grande inspiration, je lui dis simplement « Ok ». Mais personne d'autre ne doit être au courant. Pas un mot, il promet, il est même un peu excité par l'idée, ça se voit dans ses yeux. On monte un plan à la va-vite. Lui, il essayera de croiser ma femme, par hasard à la sortie du boulot, de noter les horaires, de voir avec qui elle traîne. Moi, je vais fouiller plus loin dans les relevés bancaires, voir si je tombe sur des paiements suspects. Il me donne des conseils pour récupérer des logs de connexion sur notre box Internet, histoire de savoir à quelles heures elle se connecte, si elle envoie des mails ou pas. En le raccompagnant à la porte, je sens que la décision est prise. Fini les hésitations, il me faut du concret. Je referme la porte du bureau derrière lui, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai l'impression de reprendre un peu le contrôle. Pourtant, une petite voix au fond de moi me dit que tout ça peut très mal finir. Mais j'avance. Je me suis retrouvée, ce soir-là, assis dans la voiture familiale, moteur coupé, dans la pénombre du parking. Il y avait quelque chose de bizarre avec la boîte à gants. Je ne sais pas si c'était une intuition ou juste un besoin de vérifier, encore, de ne pas lâcher. On a beau se dire qu'on ne va rien trouver, qu'on se monte la tête, mais il y a ce petit truc dans la gorge qui gratte. J'ai ouvert le clapet. Dedans, c'était le bazar habituel. Quelques mouchoirs chiffonnés, la carte grise, le gilet jaune, un paquet de chewing-gums éventrés, et coincé entre deux notices, un petit rectangle de papier plié. Je l'ai sorti sans trop y croire. Un reçu. Un reçu d'hôtel. D'habitude, je ne lis même pas ces trucs. Mais là, ça ne collait pas. Je l'ai déplié lentement, en essayant de ne pas faire de bruit comme si quelqu'un pouvait m'entendre. L'en-tête de l'hôtel était nette, le logo bleu, l'adresse pas loin du centre-ville. Et surtout la date. Je l'ai relu 3 fois, les chiffres me brûlaient les yeux. C'était un mercredi, pas un week-end, pas une soirée de sortie. Non. Ce jour-là, ma femme m'avait assuré qu'elle enchaînait 2 réunions, qu'elle rentrerait tard du travail, trop de dossiers à finir. Je me souviens, elle était rentrée vers 22 heures, fatiguée, un peu tendue. Rien d'extraordinaire sur le moment. Je me suis surpris à trembler un peu. Rien qu'un reçu. Mais il y avait son nom écrit au stylo, pour la chambre double, la date, l'heure d'arrivée, tout. C'était indiscutable. Je n'avais pas d'image, pas de vidéo, mais là, sous mes doigts, il y avait une trace, une preuve matérielle. Pas juste des soupçons, pas juste des intuitions. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo du reçu, bien nette, sous la lumière jaunâtre du plafonnier. J'ai vérifié que le flash n'effaçait pas les détails. Puis une deuxième au cas où. J'ai hésité à appeler l'hôtel, tout de suite, demander avec qui elle était, vérifier la réservation, mais j'ai senti un vertige, un vrai. Si je faisais ça, je franchissais une ligne. Ce n'était plus juste des doutes, c'était une enquête, une traque. Et si je me plantais, si elle avait une explication, je me suis mordu l'intérieur de la joue. Je ne voulais pas être ce type-là. Mais en même temps, j'avais ce bout de papier, et il me disait autre chose que l'histoire officielle. Je me suis souvenu d'un vieux conseil d'un collègue, un gars qui avait traversé une séparation compliquée, garde toujours des preuves, ne fais pas de scandale, attends ton heure. Les gens qui mentent finissent par se prendre les pieds dans le tapis tout seuls. J'avais trouvé ça cynique à l'époque. Maintenant, ça sonnait comme une consigne de survie. J'ai reposé le reçu dans la boîte à gants, mais pas exactement à la même place. Je voulais voir si elle le remarquerait. Par réflexe, j'ai vérifié mes relevés bancaires sur mon téléphone, cherchant une ligne qui correspondrait à la date du reçu. Rien d'évident,
mais je savais que c'était facile de payer en liquide, ou de passer par une appli qui ne laisse pas de traces. Je me suis senti idiot de chercher, mais je continuais. C'était devenu un automatisme, presque rassurant, d'essayer de recoller les morceaux. Il y avait un risque maintenant. Ce reçu, c'était plus qu'un détail, c'était un pas de plus vers la vérité, mais aussi vers quelque chose qui risquait de coûter cher. Pas seulement financièrement, même si je commençais à calculer, dans un coin de ma tête, ce que pourrait donner une séparation, qui garderait la maison, la voiture, comment expliquer tout ça à la famille. Non, ce qui me faisait vraiment peur, c'était l'effondrement de tout ce que je croyais solide. On ne prépare jamais vraiment à ce que la preuve arrive, on pense qu'on veut savoir, mais quand ça tombe, c'est comme un sol qui s'ouvre. La voiture sentait un peu le renfermer, le plastique chaud. J'ai respiré à fond, je me suis regardé dans le rétro. J'avais l'air fatigué, vieux, un peu paumé. Mais je tenais dans ma main la première vraie preuve. Un reçu d'hôtel anodin, mais impossible à oublier. On s'est retrouvés devant ce petit café minable, juste en face de l'hôtel. J'avais choisi la terrasse exprès, même si c'était novembre et qu'il faisait un froid de chien. Mon meilleur ami n'a pas posé de questions, comme d'habitude. Il avait juste dit « Tu veux qu'on fasse quoi, observer ou agir ?» J'ai haussé les épaules, incapable de répondre. De toute façon, mon estomac était noué, je n'arrivais pas à penser droit. J'avais la main crispée sur la tasse de café, tiède depuis trop longtemps. Lui, il triturait son téléphone, l'air de rien, mais je le sentais aussi nerveux que moi. On a attendu presque 1 heure, à regarder la porte de l'hôtel, à observer les allées et venues comme deux types pas nets. Au bout d'un moment, il m'a soufflé « Tu sais, tu n'es pas obligé de rester là. » J'ai répondu trop vite « Si. J'ai besoin de voir. » Et il n'a rien ajouté. Il m'a juste regardé, et j'ai compris qu'il savait ce que ça faisait, cette sensation de ne plus contrôler sa propre vie. C'est à ce moment-là qu'elle est apparue, ma femme. Elle portait un manteau beige, celui qu'elle n'aimait pas mais qu'elle mettait systématiquement quand elle voulait passer inaperçue. Elle n'était pas seule. À côté d'elle, un homme que je n'avais jamais vu, la quarantaine aussi, charismatique, le genre qui ne s'efface pas dans la rue. Il riait mais c'était un rire discret, presque complice. Ils avaient chacun un sac en papier craft, ce qu'on offre dans les boutiques cadeaux, mais qui ne portait aucun logo. Je savais que c'était du vent, des emballages pour donner le change. Mon meilleur ami a attrapé son téléphone et sans un mot, il a déclenché l'appareil photo. Le clic était à peine audible, mais pour moi, c'était comme un coup de tonnerre. Il a vérifié l'image, m'a montré l'écran du bout des doigts. On les voyait tous les deux juste devant l'entrée, sacs à la main, le panneau de l'hôtel en arrière-plan. En bas à droite, la date et l'heure. Je n'avais plus besoin de preuves, mais là, c'était concret, on ne pourrait pas me dire que j'avais rêvé. Il m'a envoyé la photo par message, sans commentaire. Je l'ai enregistrée, puis je l'ai regardée une deuxième fois. La colère a commencé à monter, lente, froide, plus forte que la tristesse ou le doute. Je me suis vue, sur cette terrasse, à observer ma propre humiliation comme si je regardais un film. J'ai failli me lever. J'ai senti mes jambes prêtes à bondir, à traverser la rue, à demander des comptes, à tout faire exploser. Mais il a posé sa main sur mon bras, ferme. « Pas maintenant » m'a-t-il dit. « Tu veux tout gâcher, tu veux lui offrir une échappatoire, reste assis. » J'ai serré les dents. Je voyais le visage de ma femme, ce sourire qu'elle avait réservé à cet homme, ce faux naturel. Je me suis rappelé la façon dont elle me parlait depuis des semaines, distante, presque polie, comme si j'étais devenu un collègue de bureau. Il y a eu un court flashback, tout bête, une soirée d'anniversaire quelques mois avant. Elle avait reçu un cadeau anodin, une bougie parfumée, et elle avait eu exactement ce même sourire. Sur le moment, je n'avais rien vu. Maintenant je comprenais. Il y avait des codes, des gestes, des regards qui m'avaient échappé. Ce soir-là, mon meilleur ami était déjà là. Il m'avait glissé un truc du genre « Elle est bizarre, non ce soir ». J'avais répondu que c'était le stress du boulot. J'étais aveugle, voilà tout. Je suis resté assis paralysé. Je ne ressentais plus rien, juste cette colère froide absolue. Mon ami, lui, a fini son café d'un trait, puis il a marmonné « Ça c'est fait. Maintenant tu sais. » J'ai hoché la tête. J'avais envie de hurler, mais je savais que c'était fini. Plus de doute, plus d'histoire. Elle m'avait menti, elle menait une double vie, et maintenant j'en avais la preuve, horodatée indiscutable. Le pouvoir commençait à glisser vers moi, mais je n'ai rien dit. Pas encore.
Je voulais voir jusqu'où elle était prête à aller. Il était déjà 20 heures passées quand la porte a claqué, assez fort pour faire vibrer les verres dans la cuisine. J'ai levé les yeux du dossier que je faisais semblant de lire, assis dans le salon, la lumière tamisée, la télé en fond muet. Ma femme est entrée, les bras chargés de sacs, le visage trop rayonnant pour être honnête. Elle a posé tout ça sur la table avec un petit rire nerveux. J'ai trouvé les derniers cadeaux, enfin, elle a sorti un pot emballé, une boîte de chocolat, des petits jouets. Elle faisait le show, la voix plus aiguë que d'habitude, débit trop rapide. J'ai souri, j'ai hoché la tête, mais à l'intérieur je comptais mentalement combien de minutes avant que la façade se fissure. La sœur de ma femme était là aussi, assise près de la fenêtre, absorbée par son téléphone. Elle ne lève même pas la tête tout de suite, mais je vois ses yeux qui suivent chaque sac, chaque geste, mi-amusée, mi-soupçonneuse. Il y a toujours eu entre elles cette tension, ce jeu de rivalité douce, mais ce soir, l'électricité était différente. Je me suis levée, j'ai fait mine d'aller chercher un verre d'eau, juste pour observer la scène de côté. Ma femme s'affaire, enlève ses chaussures, commence à déballer les tickets de caisse en voulant ranger les sacs, sans faire attention. Un ticket tombe au sol, glisse sous la table, personne ne le remarque sur le moment. Sauf la sœur, évidemment. Elle se lève, s'étire, puis s'accroupit pour ramasser le ticket, le lit à mi-voix. Tiens, c'est quoi ce magasin? Elle montre le bout de papier, son ongle tapote la ligne du haut. Le nom d'une boutique de parfum, pas du tout dans la galerie commerciale, où ma femme vient de dire qu'elle a tout acheté. Je retiens ma respiration. Ma femme se tourne, prend le ticket, le plie entre ses doigts. Ah, c'est rien, c'est un vieil achat, je crois j'ai dû le garder par erreur. La sœur ne lâche pas, elle sourit doucement, pas méchamment, mais avec une curiosité aiguisée. Il est daté d'aujourd'hui, regarde. Elle s'approche, prend une photo du ticket avec son téléphone, puis, sans même prévenir, l'envoie sur le groupe familial. Je le sais parce que son téléphone vibre, la notification s'affiche. Regardez ce que j'ai trouvé chez votre sœur, vous saviez qu'elle faisait ces courses-là. Ma femme se crispe, son sourire vacille. Je la regarde essayer de se reprendre, de transformer ce moment en plaisanterie. Mais non, c'est pour un échange, j'avais une carte cadeau, tu sais, celle que maman m'a offerte. Elle improvise, empile les mots comme on empile des assiettes, trop vite, trop fragile. La sœur hausse les épaules, retourne s'asseoir, mais je vois bien c'est noté, ça circule déjà. Les notifs s'enchaînent, des petits, de la mère, du frère, même du cousin lointain qui ne parle jamais. La tension dans la pièce se matérialise, presque visible, un fil tendu entre nous trois. Je m'approche, prends le ticket des mains de ma femme, regarde la date, l'heure, 16h42. Je note mentalement, ça ne colle pas avec l'itinéraire qu'elle m'a envoyé tout à l'heure par message. J'enregistre ce détail, je garde pour plus tard comme toujours. La sœur me lance un regard complice, genre, tu vois, mais je reste neutre, je m'efface. Ce n'est pas à moi de faire tomber les masques, pas encore. Je la laisse s'empêtrer, continuer sa petite comédie. Elle ressort des cadeaux, veut détourner l'attention, propose d'ouvrir une bouteille. J'acquiesce, je serre, mais je sens bien que le courant ne passe plus pareil. Ce ticket, c'est rien en soi, mais dans l'équilibre familial, c'est une fissure. Un minuscule éclat qui s'élargit sous la pression. La sœur de ma femme, sans le vouloir ou peut-être un peu exprès, a lancé le pavé dans la mare. Le mensonge de ma femme, petit maladroit, n'a trompé personne ce soir-là. Moi je me tais, j'observe, je note. Je sens que la partie vient de changer d'échelle. Les regards qui se croisent, les silences qui s'étirent, la pression qui monte. Je range le ticket dans ma poche, un réflexe même pas discret. Je sais que j'aurai besoin de cette preuve plus tard. Ce soir, la suspicion familiale a fait son entrée. Et ça, c'est un jeu auquel elle n'était pas préparée. Il était plus de minuit, quand je me suis retrouvée seule dans mon bureau, la lumière froide de l'écran découpant mon visage dans le noir. Je n'avais pas vu passer la soirée. Tout était silencieux, même dehors, ce qui me donnait l'impression d'être le dernier à veiller dans la ville. Sur la table, j'avais étalé ce qui, jusque-là, n'était qu'un tas de petites humiliations, des reçus froissés, des impressions de SMS, quelques photos prises à la volée, des captures d'écran de conversation. J'avais trié ça méthodiquement, ligne par ligne, comme si le simple fait de tout ranger pouvait rendre la situation plus propre, plus maîtrisable. J'ai commencé par ouvrir un dossier sur mon ordinateur. Je l'ai appelé Travail, un clin d'œil ironique à la ligne toujours servie par ma femme. J'y ai glissé les photos de la voiture de son amant,
garée devant ce restaurant où elle prétendait ne jamais aller. J'y ai mis les SMS où elle m'écrivait « Je suis débordée », réunion qui s'éternise, alors que la géolocalisation de son téléphone, récupérée via l'application familiale, la plaçait à 10 km de là, dans une zone résidentielle. J'ai scanné les reçus, surtout celui du 24 décembre dernier, 2 menus dégustation, une bouteille de vin, à 20h30. Ce soir-là, elle m'avait dit qu'elle devait absolument finir un dossier avant Noël, et j'avais bêtement accepté. En triant ses preuves, je me suis arrêtée sur une photo, prise presque par réflexe quelques semaines plus tôt. On y voit sa main, posée sur un sac qu'elle n'utilise jamais avec moi. C'est un détail, mais c'est ce genre de détail qui m'a toujours frappé. J'ai zoomé sur l'image, cherchant à comprendre ce que je savais déjà. Ce sac, elle l'avait reçu de la sœur de ma femme quelques années plus tôt, mais elle disait ne jamais le porter parce qu'il était trop voyant. À ce moment-là, un flash m'est revenu brutal. Noël dernier, la même phrase. On sortait de table, elle avait reçu un appel, s'était levée précipitamment. C'est pour le travail, avait-elle lancé alors que la dinde refroidissait. Je m'étais contentée de hocher la tête, pensant que c'était ça, vivre avec quelqu'un d'ambitieux. Mais maintenant, cette phrase sonnait autrement, presque comme une signature, une formule passe-partout qui m'avait anesthésiée pendant des mois. J'ai revu la scène, le sapin à la lumière jaune, la vaisselle qui s'accumulait dans l'évier. J'avais détourné les yeux pour ne pas avoir l'air de douter. Je suis revenue au présent, le cœur plus lourd mais l'esprit étrangement calme. J'ai continué à compiler les captures d'écran. Les échanges avec son amant, déguisés en blagues de collègues, prenaient subitement une autre couleur. J'ai classé chaque élément, nommant les fichiers avec la date, l'heure, le lieu. C'était presque rassurant de donner un ordre à tout ça, de construire une chronologie qui, pour une fois, ne mentait pas. Je me suis surpris à sourire, un sourire sec, devant l'évidence qui s'alignait devant moi. J'ai ouvert un document vierge. J'ai commencé à rédiger une liste de questions, courtes, précises. Pas de place pour l'émotion ou le reproche. Juste des faits, des horaires, des incohérences. Je voulais la confronter, mais différemment. Pas de scène, pas de cri. Je voulais qu'elle comprenne, en détail, que je savais. Et surtout, je voulais que cette fois, ce soit moi qui garde le contrôle. Pas de porte qui claque, pas de fuite. Juste une conversation, sur mes termes. En rangeant une dernière fois le tiroir du bureau, ma main est tombée sur une vieille carte de vœux, reçue d'un ancien collègue. N'oublie pas de toujours garder une trace, était-il écrit en bas. À l'époque, ça m'avait fait rire. Ce soir, j'ai compris ce que ça voulait dire. Je me suis levée, j'ai fermé l'ordinateur, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu envie de tout casser. J'avais peur, oui, mais j'avais aussi la certitude tranquille que la suite, cette fois, se passerait à ma façon. J'étais prêt. Je suis rentrée plus tôt que d'habitude ce soir-là. Pas de bruit particulier dans la maison, juste le tic-tac du vieil horloge, une sorte de battement sec qui me rappelait que tout avançait, même si on voulait parfois arrêter le temps. Ma femme était dans le salon, assise sur le canapé, le téléphone posé sur la table basse, un coussin serré contre elle. Je crois qu'elle a compris tout de suite, à la façon dont je me tenais dans l'encadrement de la porte, le dossier sous le bras. Elle m'a regardé avec cet air mi-exaspéré, mi-prudent, celui qu'elle prenait quand elle sentait qu'il allait falloir jouer serré. J'ai déposé le dossier devant elle, tout doucement, sans un mot de trop. J'ai pris place en face, calé dans le fauteuil, les genoux légèrement en avant, les mains posées sur mes cuisses. Je crois que j'ai pris mon temps, exprès, pour ne pas donner l'impression de l'attaque. Mais c'était une confrontation, on le savait tous les deux. J'ai ouvert le dossier. Sur le dessus, il y avait la copie du reçu d'hôtel, celui que j'avais retrouvé dans la poche intérieure de sa veste, celle qu'elle ne portait jamais pour sortir avec moi. Elle a à peine jeté un œil, a essayé de détourner la tête, mais je l'ai invitée à regarder. C'est la date qui m'a fait tiquer, tu te souviens, ce soir-là, tu étais censé être chez ta sœur. Elle a juste haussé les épaules, les lèvres serrées. Je ne l'ai pas lâché du regard. Ensuite, j'ai sorti la capture d'écran du trajet UB, celui qui partait de notre quartier et s'arrêtait devant l'immeuble de l'amant. Tu avais dit que tu prenais le métro. Pourtant sur l'appli, il y a l'adresse exacte. Tu veux que je te montre l'heure d'arrivée? Elle a soufflé, agacée à tenter une esquive. Mais pourquoi tu regardes tout ça? Tu fous la paix à qui? En fait, j'ai juste souri froid. Je vérifie ce qu'on me raconte. C'est tout. Troisième pièce, le mail.
Cette fois, c'était l'impression papier d'une conversation entre elle et son amant, retrouvée dans un dossier cloud que, visiblement, elle pensait avoir bien effacé. Les mots étaient là bruts, sans ambiguïté. J'ai pointé la date, la formulation, je ne rentre pas, il ne se doute de rien. Là, elle a voulu attraper la feuille, mais je l'ai gardée. Tu veux qu'on lise ensemble? C'est là que la tension a changé. Je suis restée calme tout le temps. C'est elle qui a commencé à s'agiter, à se lever, à tourner dans la pièce. Elle a tenté une première défense, le vieux réflexe, tu te rends compte de ce que tu fais, t'espionnes, tu surveilles, tu fous la honte à tout le monde pourquoi, t'as rien compris, tu te fais des films. Je n'ai pas répondu, j'ai juste sorti la dernière pièce, la vidéo de la caméra du parking sur ma tablette. On te voit très bien. Le 4 avril, 23h18. Tu ne rentrais pas de chez ta sœur, tu étais avec lui, je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. Elle s'est effondrée d'un coup. Plus de voix, plus de répartie. Les épaules qui tombent, la respiration courte. Elle s'est assise, la tête entre les mains sans même pleurer. Juste le silence. Je me suis levée et ramassé les papiers, les ai remis dans la pochette, sans la brusquer, sans hausser le ton. Je n'ai jamais cherché à te coincer pour le plaisir. Je voulais juste savoir, c'est tout. Maintenant tu sais que je sais. Et on va devoir vivre avec ça. Elle n'a rien répondu. Je l'ai laissée là dans le salon figé. C'est comme si, d'un seul coup, tout ce qu'elle avait construit, toute la version qu'elle récitait depuis des semaines, s'était effondré autour d'elle. Je n'ai pas eu besoin de crier, ni de menacer. C'était simplement les faits, mis bout à bout, qui lui retombaient dessus. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de reprendre la main. Mais je savais aussi que rien ne serait plus comme avant. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, ma femme était déjà assise sur le bord du lit, les bras croisés. J'ai pris le temps de fermer derrière moi, de m'adosser contre le mur. J'ai posé mon téléphone sur la commode, bien en évidence. Elle a tout de suite compris que je n'étais pas là pour discuter de la météo. J'ai remarqué le carnet bleu sur la table de nuit, l'objet récurrent de toute cette histoire, posé là comme un rappel silencieux de tout ce qui avait dérapé. Il y a eu ce long moment de silence pesant, où chacun attendait que l'autre lance le premier mot. Mais cette fois, c'est moi qui ai pris l'initiative. Je lui ai dit calmement qu'on n'allait plus faire semblant. Que tout avait été mis à plat devant la famille, que son histoire ne tenait plus, que tout le monde savait. Elle a détourné les yeux, mais je n'ai pas relâché la pression. J'ai énuméré les faits, sans hausser le ton, juste en pointant ce qui était désormais acté. La séparation, la garde des enfants, la nécessité de trouver rapidement un accord pour éviter d'en arriver à une guerre ouverte. Elle a voulu faire diversion, relancer sur des détails, mais j'ai refusé de rentrer dans son jeu. Je lui ai rappelé nos échanges de mails récents, ceux où elle me demandait de l'argent pour des achats importants pour les enfants, alors que, grâce à la capture d'écran de notre compte commun, je savais que c'était pour des virements vers son amant. Je lui ai dit que je n'avais rien dit jusqu'ici, mais que je n'étais pas idiot. Elle a rougi, puis elle s'est mise à pleurer discrètement sans bruit. Ce n'étaient pas les larmes qui m'atteignaient, c'était la mécanique derrière, la tentative de me culpabiliser, comme à chaque fois. Elle a alors essayé un autre angle, celui du chantage affectif. Tu ne vas pas me laisser toute seule, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a traversé, j'ai encaissé la phrase. J'ai pensé à la dernière scène, devant la sœur de ma femme, quand tout avait explosé à cause de ce fameux carnet bleu, quand j'avais sorti devant tout le monde la liste des rendez-vous, des paiements, des messages. Je me suis revue plus jeune, acceptant la moindre excuse, le moindre retour en arrière. Mais là, non. J'ai dit non. J'ai expliqué que le problème n'était plus l'amour ou la culpabilité, mais les faits. J'ai précisé que je ne voulais pas de scène, ni de crise devant les enfants. Que tout pouvait se régler proprement, à condition qu'elle arrête les mensonges. Elle s'est levée brusquement, a attrapé le carnet, l'a serré contre elle comme si ça allait effacer ce qu'il contenait. Elle m'a demandé, presque en chuchotant, si je comptais tout dire aux enfants. Je lui ai répondu que non, qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. Mais que je ne mentirais pas non plus si un jour ils posaient la question. On était là, deux adultes dans une pièce trop petite pour contenir tout ce qui avait explosé en nous. Elle a tenté un dernier coup, tu pourrais me pardonner, tu sais, tout ça c'est parce que tu n'étais plus là. J'ai souri un sourire triste, pas moqueur. Je lui ai dit qu'on avait chacun nos torts, mais que la confiance, ça ne se recyclait pas comme un vieux ticket de caisse. J'ai sorti de ma poche le double des clés de l'appartement, je les ai posées sur la table de nuit, à côté du carnet.
J'ai dit que je dormirais dans le salon et que demain on appellerait un avocat. Elle s'est effondrée, littéralement. Mais je n'ai pas cédé. Je ne me suis pas approchée, pas cette fois. J'ai récupéré mon téléphone, j'ai regardé l'écran, j'ai vu le message du voisin, celui qui avait confirmé l'aller-retour en pleine nuit, la nuit du fameux virement. Encore une preuve, une de plus, mais je n'avais même plus besoin de les sortir. Le jeu était terminé. Au moment où je suis sortie, elle m'a lancé un dernier regard, mélange de peur et de rancune. J'ai refermé la porte. Dans le couloir, j'ai respiré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de tenir les rênes. Il y a ce vieux café, pas loin de chez moi, dans une rue trop étroite pour les voitures, où on finit par connaître le serveur rien qu'à la voix. C'est là que j'avais donné rendez-vous à mon meilleur ami. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris le temps de s'asseoir, rien que tous les deux, sans agenda, sans urgence. Cette fois, c'était différent. J'avais besoin de ce moment presque banal, après des semaines où tout avait été tendu, calculé, surveillé. Il m'a attendu à une petite table près de la vitre, déjà un café devant lui, comme toujours. Je me suis installée en face, on a échangé un regard qui voulait dire beaucoup de choses, mais on n'est pas du genre à se noyer dans les grands discours. Pourtant, il a été le premier à parler, avec son calme habituel. Il m'a félicité. Pas sur le ton solennel, pas comme s'il venait d'assister à un exploit, mais avec une reconnaissance sincère, presque discrète. Il m'a dit qu'il aurait probablement tout envoyé valser, ou qu'il aurait pété un câble à ma place. J'ai souri, un peu gênée, parce que je n'ai jamais aimé qu'on me félicite pour rester debout quand tout s'écroule. Mais ça fait du bien, je dois l'avouer. On a parlé de confiance, de ce truc bizarre qui peut s'effondrer d'un coup, même quand on pense que tout est solide. Il m'a demandé si je comptais refaire confiance un jour, ou si j'allais tout verrouiller en moi. J'ai réfléchi un instant. J'ai dit que la confiance, ça se reconstruit lentement, qu'on n'a pas le choix si on ne veut pas finir aigri. Mais que plus jamais, je ne fermerai les yeux sur des signaux, sur des détails. Lui, il a hoché la tête, il comprenait. Il a évoqué en flash quelques souvenirs de nos débuts d'amitié, des moments où lui-même avait failli tout foutre en l'air pour une histoire de mensonge, à l'époque où la confiance, c'était juste une évidence et pas un choix. À ce moment-là, j'ai sorti le reçu d'hôtel de ma poche. L'objet avait changé de poids. Au début, c'était la preuve ultime, la balle que j'aurais pu tirer pour tout finir plus vite. Puis c'était devenu un talisman, une sécurité, au cas où tout s'effondrerait. Maintenant, ce n'était plus qu'un bout de papier jauni, inutile. Je l'ai posé devant lui, sans rien dire d'abord. Il a compris tout de suite. Il a souri un sourire triste mais fier, et il a dit « Tu sais, garder ce genre de truc, ça te bouffe à force. » J'ai acquiescé. Je lui ai rendu le reçu parce que c'était lui qui me l'avait fait garder, au tout début, quand je doutais de tout le monde, même de moi. Ça ne voulait plus rien dire, ce reçu. Ou plutôt, ça voulait dire autre chose, que j'avais ouvert les yeux, que j'acceptais ce qui s'était passé, que je n'avais plus besoin de preuves pour me rassurer. Il l'a rangé dans sa veste, pas pour le garder, juste pour clore le chapitre. Ce geste, c'était comme un passage de relais. On n'a pas eu besoin d'en dire plus. Il y a eu quelques silences, mais des silences normaux, presque confortables. On a parlé de la suite, de la reconstruction, de la routine à réinventer. Il m'a conseillé de ne pas trop rester seul, de reprendre des habitudes simples, de ne pas laisser la méfiance tout détruire. J'ai dit que je comptais bien profiter un peu de cette nouvelle normalité, même si elle avait un goût ramé au début. Il m'a dit que c'était déjà un début, que certains n'y arrivaient jamais. Quand on s'est quitté, il m'a serré la main plus longtemps que d'habitude. Je suis repartie avec une sorte de légèreté, pas euphorique, mais un apaisement nouveau. Je savais que tout ne serait pas simple, mais je pouvais vivre avec cette réalité-là, sans besoin de surveiller ou de prouver quoi que ce soit. J'acceptais enfin cette nouvelle version de ma vie, ni meilleure ni pire. Juste différente. J'ai quitté la maison un matin tôt. Pas de valise énorme, juste un sac, mon ordinateur, quelques fringues propres, et l'ours en peluche des enfants, celui qu'ils partagent depuis qu'ils sont petits. Je suis partie sans claquer la porte. La rue était vide, l'air froid, j'avais la tête vidée. Je suis allée direct chez mon meilleur ami. Il avait déjà fait le café, pas besoin de parler. J'ai posé mon sac dans sa chambre d'amis en silence, et j'ai attendu que le téléphone vibre. J'ai envoyé un message à la famille, court factuel.
je leur ai dit que la situation devenait intenable, que j'avais assez de preuves pour expliquer mon choix, que je ne répondrais pas tout de suite aux questions. Je savais que ça allait tourner en boucle, mais j'ai gardé la ligne froide. Ma femme a appelé, a envoyé des messages, des mails. Toujours la même mécanique, elle voulait expliquer, minimiser, sauver la façade. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré ces mails à mon dossier, avec toutes les captures d'écran, les relevés, les extraits de compte. Tout était prêt. J'ai pris rendez-vous chez un avocat. Il a tout regardé, les preuves, les mails, la géolocalisation. Il m'a dit que c'était carré. Pour la garde des enfants, j'ai proposé une alternance simple, pas de drame. J'ai bloqué les comptes communs, changé les codes, fait transférer mon salaire sur un compte perso. Je voulais éviter le chaos, pas punir, juste verrouiller. La famille a compris, certains m'ont soutenu, d'autres sont restés neutres. Socialement, personne n'a pu me reprocher une réaction à chaud. Tout était posé, argumenté, sans débordement. J'étais vidé, pas soulagé mais stable. Pas de victoire, pas de vengeance, juste la sensation d'avoir évité le pire, pour moi et pour les enfants. J'ai dormi 12 heures d'affilée, sans rêve. Quelques mois ont passé. J'ai quitté l'appartement, changé de quartier, laissé derrière moi ce décor saturé de souvenirs trafiqués. Le matin, je bois mon café face à une fenêtre anonyme, le silence n'a plus rien de menaçant, il est juste là, neutre. Je n'attends plus de messages, plus de justifications. Je fais mes courses dans une supérette où personne ne connaît mon histoire, je range mes affaires avec une rigueur nouvelle. Il y a une forme de sobriété dans ma façon de vivre, presque une discipline. Pas de grande résolution, juste une attention portée sur les gestes du quotidien. Je ne cherche plus à comprendre les autres, encore moins à être compris. La routine a quelque chose d'apaisant. Je croise parfois la sœur de ma femme, ou la collègue, dans la rue ou au détour d'un café. On se salue, c'est poli, ça s'arrête là. Il n'y a ni rancœur ni chaleur, juste une distance naturelle, comme une règle tacite qu'on n'a pas besoin de formuler. Rien de tout cela ne me manque, même si parfois un souvenir revient furtif, comme une odeur familière. Le reçu d'hôtel, ce bout de papier froissé, je l'ai gardé. Il traîne dans un tiroir, sous une pile de documents administratifs. Je ne le regarde jamais, mais je sais qu'il est là. Plus qu'une preuve, c'est devenu un rappel, la confiance, ce n'est pas une évidence, c'est quelque chose qui se construit lentement, et qui peut s'effondrer d'un coup. Je ne me sens pas vengée, je ne me sens pas victime non plus. J'ai juste changé de perspective. J'observe, je prends le temps. Je remarque les signaux faibles, les mots qui ne collent pas tout à fait au geste. Avec mon meilleur ami, la relation a changé aussi. On continue à se voir, à parler, mais il y a une gravité nouvelle dans nos silences. On ne fait plus semblant de tout savoir sur l'autre. On partage ce qu'on peut, le reste reste en suspense. Finalement, c'est une forme de confiance différente, plus lucide, moins naïve. Une amitié qui a traversé la tempête et qui tient debout, même sous la pluie. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est sûrement que vous avez, vous aussi, ce doute qui vous ronge. Peut-être que vous sentez une distance qui s'installe, des excuses qui tournent en boucle, ou des objets qui changent de place sans raison. Je vous le dis franchement, il ne faut pas attendre le grand clash, ni espérer que la vérité vous tombe dessus comme dans un film. Ce sont toujours les petits trucs qui parlent. Un reçu glissé dans une poche, une phrase répétée sans y penser, un mail qui traîne dans une corbeille. La trahison, ce n'est pas un coup de tonnerre, c'est des faits accumulés, rangés, vérifiés. Et puis, le jour où tout s'aligne, ce n'est pas non plus un feu d'artifice, c'est juste un moment calme où, enfin, vous avez la réponse. Ce que je vous conseille, c'est de prendre des notes, de garder une trace, et surtout de ne pas perdre la tête. Restez lucide, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça tient debout? Est-ce que ce que vous voyez est cohérent? Si mon histoire vous parle, abonnez-vous, laissez un like. Les 100 premiers en 24 heures, ça aide vraiment la vidéo à toucher ceux qui en ont besoin. Dites-moi, quel détail vous a un jour mis la puce à l'oreille?